Pour un monde juste et en meilleure santé, c'est le thème retenu ce 7 avril à l'occasion de la journée mondiale de la santé. Le Cameroun se joint d'ailleurs au monde entier pour cette journée qui se célèbre pour la deuxième fois dans un contexte de crise sanitaire due au coronavirus. Vous le savez déjà, mais aussi la persistance des autres épidémies et pandémies au Cameroun. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à l'émission Le débrief de l'actualité sur Canal 2 International, le panel, dans un instant. Pour m'accompagner ce soir sur ce plateau, nous recevons Alain Djipou. C'est un journaliste. Vous avez l'habitude de le voir sur les plateaux de télévision sur Canal 2 International. Alain Djipou, bonsoir. Bonsoir Lille, c'est un plaisir pour moi d'être à ce plateau, sous votre magistère éclairé. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Les questions de santé vous touchent personnellement. On vous a d'ailleurs vu sur cette chaîne de télévision pour plaider de la disponibilité des kits de dialyse à l'hôpital régional, à l'hôpital général de Douala. Qu'en est-il aujourd'hui, Alain Djipou? Bon, contrairement à ce qui se passe du côté de Yaoundé, notamment au CHU, on a vu cette semaine un débrayage, des insuffisants rénaux, de plutonitruants. À l'hôpital général de Douala, la situation semble un peu stable. Pour combien de temps, that is the question. Pour le moment, nous n'avons pas de problème de rupture de consommables ou de kits de dialyse de ce côté-là. J'espère que ça sera pour un bon bout de temps. Mais cela ne veut pas dire que tout est rose de ce côté. Vous savez très bien qu'il n'y a pas que les séances d'hémodialyse qui rentrent dans la prise en charge des insuffisants rénaux. Tout à fait. On a d'ailleurs vu les dernières études du ministre de la Santé qui annonçait d'ailleurs le ravitaillement des plateaux techniques dans les formations sanitaires. Peut-être ce sera le cas pour pallier cette difficulté-là, surtout pour les personnes qui souffrent d'insuffisance rénale. Vous savez, dans ce pays, je me méfie trop bien des promesses, surtout quand elles viennent du sommet de l'État. Et puis, parce qu'on en a vu des tonnes et sans que cela ne soit traduit dans les faits. Les promesses, dit-on d'ailleurs, ça n'engage que ceux qui y croient. Donc moi, je suis devenu Saint Thomas. J'attends donc de voir la livraison, n'est-ce pas, de ces approvisionnements. On en parlera donc tout à l'heure. Un autre invité sur ce plateau, Jean-Paul Sanjon. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. À ne pas confondre avec le président de l'Ordre. Vous êtes secrétaire régional de l'Ordre justement des médecins du Cameroun. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, est-ce que vous comprenez aujourd'hui le cri des médecins qui plaident eux aussi pour un meilleur plateau technique, pour une meilleure prise en charge des malades du Covid-19? Non, mais certainement qu'on ne peut pas dire autrement, puisque la pandémie est là. La sollicitation, les admissions dans les hôpitaux grimpent d'une manière exponentielle. D'accord. Au jour d'aujourd'hui, vraiment, même pas seulement le pouvoir public, hein, tout organisme bien généreux devrait être sollicité pour accompagner vraiment les médecins dans la prise en charge des malades diagnostiqués Covid ou même la prévention de ceux qui ne le sont même pas encore. On en parlera donc dans un instant. Le temps d'accueillir le troisième et dernier invité de ce plateau du débrief de l'actualité, Franck Wam. Vous êtes médecin généraliste, également membre du syndicat des médecins du Cameroun. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Madame Pidio. Je voudrais, avant qu'on commence, rendre un hommage à tous les Camerounais qui sont décédés de la pandémie et particulièrement au corps médical qui, tous les jours, est touché de plein fouet. Nous avons perdu encore hier 2 vaillants soldats. J'aimerais ce soir leur rendre hommage et demander à tous ceux qui sont sur le terrain de continuer les efforts. Et à côté de ces vaillants soldats, là, on a eu le patron d'ailleurs de cette lutte contre les épidémies et les pandémies qui est parti également et enterré dans la ville de Garoua depuis hier. Il s'agit du secrétaire d'État Alim Ayatou. Il était chargé des épidémies et des pandémies au Cameroun. Alors jusqu'ici, comment est-ce que vous appréciez la gestion du Covid au Cameroun? L'appréciation, on va la faire en quelques mots. En quelques mots, c'est sur les 2 phases.
Si à la première phase, on peut dire que tout était presque mauvais dans la gestion générale, à cette deuxième phase, il y a quand même eu quelques améliorations, notamment la disponibilité des tests, notamment un peu les circuits des patients. Les médecins maîtrisent un peu mieux les protocoles. Mais il faut avouer que notre plus grand talon d'Achille, c'est premièrement l'harmonisation des décisions pour lutter contre la COVID-19. Par exemple, on attend ici, certains décident d'empêcher tels événements, ailleurs, ça ne se fait pas. Il y a aussi le problème dans la communication. On ne communique pas assez sur les symptômes, sur la disponibilité des médecins, sur la disponibilité des hôpitaux. Du coup, beaucoup de personnes encore aujourd'hui ont peur d'aller à l'hôpital se faire dépister et se faire soigner, alors que c'est la seule chose qu'il faut faire. Merci à vous. Donc, le décor est planté pour cette édition. Nous sommes le 7 avril, c'est la journée mondiale consacrée à la santé. Et les derniers chiffres actualisés selon le ministère de la Santé publique fait état de 53 920 cas confirmés de Covid au Cameroun, 779 décès pour un taux de létalité de 1,4%. Le Cameroun, d'ailleurs, est le pays le plus touché de la région et deuxième d'Afrique subsaharienne. Le taux d'infection, vous le savez, déjà augmente rapidement ces derniers temps. Alain Dipou, est-ce que vous comprenez cette résurgence du Covid? Pourtant, à un moment, le ministre de la Santé avait rassuré la population que tout allait déjà pour le mieux, que la situation était maîtrisable. Oui, tout est dans le relâchement qu'on a observé après pratiquement un an de gestion plus ou moins acceptable de cette pandémie en matière de prise en charge, quoi. Et donc, du moment où on a levé un peu le pied sur les mesures barrières, sans orchestrer des comportements, ça a débouché sur une dérive. Et je voudrais ajouter à cela le fait que le CHAN y est aussi pour beaucoup. Vous savez très bien que le Cameroun a abrité l'une des plus grandes compétitions africaines en Afrique. Et beaucoup même comme l'accès sur les gradins, l'accès dans les gradins était un peu restrictif, il y avait un certain nombre de spectateurs qui étaient attendus. Même jusque-là, on n'a pas pu gérer en termes de restrictions strictes la quantité de personnes qu'il fallait contenir lors de chaque match. Donc c'est comme ça qu'on a vu des stades remplis avec à la clé des comportements à risque. On vous disait déjà, que les pas de masque, aucun respect de distanciation et c'était pas du tout agréable à voir. Nous autres qui étions ici sur place à Douala, nous avons eu la possibilité d'aller à Japoma, mais il faut bien le dire, tous ceux qui entraient au stade passaient par le lavage des mains, la fouille systématique, on vous mettait le gel, mais une fois assis sur les gradins, c'était des mélanges. Des mélanges à n'en plus finir. Et on enlevait le masque pour jubiler du beau spectacle et autres, au risque de contaminer ses voisins les plus immédiats. Donc, je pense que ce relâchement, plus la mauvaise conduite durant la période du CHAN, ont été pour beaucoup dans le grossissement, dans la propagation à grande échelle, n'est-ce pas, de la COVID-19 ces derniers temps. Donc, je ne suis pas surpris que le Cameroun en soit à compter 53 000 cas, enfin pratiquement 54 000 en si peu de temps. Alors que même les morts, nous étions avant ce relâchement à moins de 400 morts. Aujourd'hui, on a 779 pratiquement 600. Et donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que tant que les gens pensent que la COVID-19 reste un bluff, une mise en scène, une chimère, elle va continuer à se propager parce qu'en fait, pour contrer cette épidémie, il faut que les gens aient un minimum de comportement responsable. Il faut qu'on respecte les mesures barrières. Et je suis d'accord avec le docteur qui disait qu'il y a un problème aussi de cohérence dans la mise en route de ces mesures barrières. Vous ne pouvez pas imaginer, par exemple, un arrêté je prends c'est dans les réseaux sociaux, un arrêté du gouverneur de la région de l'Ouest qui interdit des funérailles. Et dans le même temps, on annonce des obsèques officielles d'un patriarche de ce pays qui est décédé de Covid de surcroît
dans la même région. Ça fait un peu désordre. Et on va nous dire que les pouvoirs publics font tout pour que la Covid soit limitée dans sa propagation. Avec de telles cacophonies, on en vient à ce que, justement, chaque jour, on compte de nombreux cas. Les cas s'augmentent parce que le gouvernement n'est pas cohérent envers lui-même. Tout au moins l'administration en général. On va revenir sur cette problématique-là tout à l'heure. Le temps pour moi de me tourner vers Franck Ouam. Depuis le mois de mars, justement, nous sommes à plus d'1 an. On a parlé des mesures barrières, sauf que sur le terrain, les populations vous opposent l'absence d'eau pour laver les mains, une alimentation insuffisante et de qualité pour booster également le système immunitaire et surtout l'accès aux soins de qualité. Est-ce que tout cela ne favorise pas le fait qu'aujourd'hui on se retrouve pratiquement en zone rouge? Oui, il faut avouer que ça fait partie de tout ce qui peut entraîner une augmentation de la contamination. Mais je pense qu'à un moment, il faut indexer les bonnes personnes. Nous avons une population majoritairement pauvre et justement à qui on ne donne pas de l'eau. Et à qui on n'apporte même pas le minimum, c'est-à-dire les masques, c'est-à-dire du gel hydroalcoolique à défaut d'eau. Je me rappelle, on avait fait une propagande, on nous avait dit que la SICAM devait produire des masques. C'est vrai que le prix était assez exorbitant. On nous avait parlé de 1300 francs, je crois, un truc comme ça, le masque. Et jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas si la SICAM, on ne nous a pas donné de chiffres. On a vu les membres du gouvernement distribuer les masques si on avait, à combien de populations? Et maintenant, moi je pense que ne nous mentons pas, il faut de la répression. Il faut vous rappeler bien, au début de la première phase, lorsqu'il y avait eu la répression, les gens, je me rappelle, j'étais un jour à Akwa, les gens couraient dans tous les sens parce que les policiers étaient en train d'arrêter tous ceux qui n'avaient pas de masque. Tant qu'on ne met pas en place des mécanismes, il y a des gens qui préfèrent boire une bière que de s'acheter un masque. Et je pense qu'aujourd'hui, on a l'avantage que, contrairement à l'année passée, les masques sont un peu plus abordables. À 175, 150 et parfois un peu moins, vous pouvez avoir quand même des masques. Même les masques en tissu sont un peu moins chers. Vous pouvez acheter 3-4 masques en tissu que vous recyclez et que vous utilisez. Maintenant, il faudrait qu'on sensibilise les gens et qu'on les oblige à utiliser leurs masques. S'il y a un effet répressif derrière, les gens vont utiliser les masques. La meilleure façon de combattre la COVID-19, c'est de prévenir la transmission. Mais les citoyens vont vous dire qu'ils ont même du mal à se nourrir parce qu'ils parlent justement de la problématique de l'alimentation, même de qualité, pour booster ne serait-ce que leur système immunitaire au moment où ce virus-là intègre leur organisme, que ça puisse être... Lorsque justement on est donc malnutri et qu'on a un mauvais système immunitaire, il faut donc tout faire pour ne pas attraper le virus. Il faut donc porter son masque au moins. Il faut laver les mains autant qu'on peut. Je crois qu'aujourd'hui, devant presque tous les supermarchés, il y a de l'eau et du savon disponible. C'est-à-dire même en passant là, on peut se laver. Il y a eu le relâchement également, même à tous ces niveaux-là, à nos supermarchés. Je suis d'accord avec vous. C'est pour ça que je parle bien de l'effet répressif. Écoutez, en France, lorsque vous êtes après 18 heures dehors, on vous arrête. On vous inflige une amende. Ici, on dit de bouche, voilà, on va, mais sur le terrain, rien n'est fait. Si vous dites à un enfant ne touche pas à cette marmite, et que derrière, lorsqu'il touche la marmite, vous ne faites rien, il va continuer à toucher la marmite. Mais si lorsqu'il touche la marmite, il est fouetté, l'enfant va arrêter de toucher la marmite. Donc je pense qu'il faut sensibiliser, ça c'est vrai. Il faut aussi tout faire pour que les mesures barrières puissent être respectées, c'est-à-dire rendre le masque accessible, rendre les gels hydroalcooliques accessibles, et aussi qu'il y ait de l'eau potable. On est quand même outré que ce soit au moment où on a le plus besoin d'eau, qui est le moins d'eau au robinet. Lorsqu'on a donc mis tout ça en place et qu'on a donc donné tous les moyens aux gens de se protéger et qui ne veulent pas se protéger, à ce moment, on sévit. Et je pense que l'ensemble de tout ça permet justement de protéger la population et de limiter la propagation. Jean-Paul Sandjon parle également de l'accès aux soins de qualité. Cela implique les professionnels de santé que vous êtes, puisque vous êtes à l'honneur aujourd'hui, au regard de tous les sacrifices consentis depuis pratiquement plus d'une année pour venir à bout de cette pandémie. Est-ce que sur le terrain, vous qui travaillez au quotidien avec vos collègues et vous êtes dans l'ordre des médecins du Cameroun, est-ce que vous avez le nécessaire, les professionnels de santé ont le nécessaire pour accompagner cette lutte-là sur le terrain? Non, disons que à chaud, s'il faut répondre à votre question, je dirais non.
Mais il faut faire très attention par rapport à, à l'intervention de mes deux prédécesseurs. Au jour d'aujourd'hui, la Covid-19 a changé de casquette. Il faut faire très attention. On parle de plusieurs variants. Il y a maintenant plusieurs variantes. Je veux un peu me relancer en arrière en vous disant ceci, que la première vague a eu ceci peut-être comme message que nous pouvons retenir comme professionnels de la santé. C'est-à-dire qu'elle était très symptomatique. C'est-à-dire que vous étiez en contact avec le virus, vous avez tout un nombre de signes qui apparaissaient très vite en première heure. Que ce soit tousser, faire la fièvre, respirer mal et autres, qui amenaient rapidement ceux qui ont été en contact avec le virus à se présenter devant les unités de prise en charge. Et je peux vous certifier que la virulence de la première vague, au vu de ce que nous avons constaté à l'époque, elle était moins forte. Et donc facilement gérable. Parce que le Covid a plusieurs stades, il ne faut pas se tromper. Il y a la phase de prise en charge en ambulatoire, la petite toux, la petite fièvre, et on sait bien qu'il y a un protocole national même qui a été proposé par le ministère de la Santé. Il y a le deuxième niveau, pour lequel maintenant il faut faire attention, on doit mettre le malade dans un milieu hospitalier, qu'il soit public ou privé. Parce que là, l'atteinte pulmonaire, ou bien tout au moins les détresse respiratoires, parce que tout se renvoie vers la respiration au début, est un peu plus élevé. Et maintenant, le troisième niveau d'atteinte, ça c'est les admissions dans les unités de soins intensifs. C'est-à-dire le malade a besoin vraiment d'une prise en charge. La réanimation. Ou tout au moins la réanimation. Au jour d'aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai préféré encore rechuter là-dessus. La deuxième vague envoie directement, plus ou moins, vers la réanimation, sinon des hospitalisations de longue durée. Ça, c'est le premier constat. C'est ça qui fait la gravité de cette vague. Et la deuxième chose que nous avons constatée, c'est que cette deuxième vague est très asymptomatique. Ça veut dire quoi? Le malade ne présente plus les véritables signes de début. Vous allez voir qu'ils avaient un peu mal à la gorge, les nez coulaient un peu de fièvre. Or, cette vague-ci renvoie directement vers l'atteinte pulmonaire directe, dont la gravité de l'affection. Ça, c'est vraiment des points très importants. Et qui nécessitent des scanners. Et qui nécessitent des scanners, des examens rapidement plus approfondis et plus coûteux. Évidemment, quand on regarde maintenant, alors, au vu de votre question, est-ce que les plateaux techniques suivent? Là, je vous dis d'emblée non. Parce que quand on va regarder très bien la prise en charge dans les unités de soins intensifs, si on se réfère bien aux deux grandes métropoles de notre pays, Yaoundé et Douala, Yaoundé, on vous dira, quand à Douala, on vous dit Yassa ou la Kintini. Mais est-ce que ces structures peuvent supporter un appel, une pression de 50 malades, 100 malades lourds? Je vous dis non, c'est pratiquement impossible. C'est pour ça que nous chutons sur vraiment la reprise en main des méthodes barrières, la reprise en main de la distanciation, les lieux que vous avez bien cités. Maintenant, il faut traverser même cette phase, il faut diagnostiquer et traiter ceux qui sont malades et convenablement. Vous avez vu insidieusement dans notre pays, chacun s'automédique. Ce qui est encore plus grave, s'automédique. Ça veut dire que spontanément, vous avez la fièvre qui traîne, on dit que c'est le palu, la typhoïde. Ça fait 5, 6, 7 jours, les malades arrivent très tard dans les hôpitaux. Mais on vous a vu la fin de la semaine dernière, surtout l'ordre des médecins, avec une sortie où on parlait de pratiquement plus de 1605 personnels de santé touchés par ce coronavirus-là. Plus d'une trentaine ont d'ailleurs laissé leur vie. On a d'ailleurs parlé en début de cette émission. Il y a les non-paiements de salaire, il y a de surcharge de travail, il y a un stress permanent même. Est-ce que tout cela réuni, parce que hier encore, on vous parlait des médecins qui ont même peur de rentrer à domicile, de peur de contaminer tout la maisonnée. Est-ce que tout cela ne constitue pas des choses qu'il faudrait mettre l'accent dessus pour amener les pouvoirs publics à revoir un peu la gestion de cette maladie pour éviter véritablement qu'on ne sombre? Non, ça, sur ce plan, il y a beaucoup de travail que l'ordre des médecins mène. On a rencontré le ministre de la Santé plusieurs fois pour attirer son attention sur la protection du personnel soignant, hein, tous confondus. Il n'y a pas que les médecins qui sont victimes de décès ou bien de l'infection de la Covid-19. Il y a les paramédicaux qui travaillent beaucoup, des infirmiers, et même le personnel d'appoint. Malheureusement, pas d'équipement. Malheureusement, vous n'avez aucun équipement de protection.
Et c'est comment on dit, les premiers soldats, tel qu'a dit mon collègue, ils sont au front et ils sont vraiment, comme on dit, les mains croisées pour aller au choc contre un virus suffisamment puissant et virulent. Et je pense que c'est même l'objet de la rencontre il y a 2 jours du président de l'Ordre national des médecins pour attirer l'attention du Premier ministre. Parce que ce qu'on ne vous dit pas, c'est qu'il y a une psychose qui s'est installée et même une révolte latente. Imaginez que ceux qui sont, comme on a dit, les soldats du feu, en première ligne, ils décèdent en moins de 10 jours, c'est 5 médecins qui sont partis. Alors si rien n'est fait, plus personne n'ira vers les hôpitaux. Oui, parce qu'il y a des communiqués, même des médecins, des responsables des formations sanitaires qui appelaient les patients à venir dans les formations sanitaires parce que tout le monde avait déserté ces lieux-là. Mais si, ça c'est clair. Je connais beaucoup de confrères qui refusent de soigner ces gens de malades. Mais qu'à cela ne tienne, en responsabilité républicaine, il faut bien qu'on soigne les Camerounais. Il faut bien que le pouvoir public assume aussi sa part de responsabilité. En attendant donc d'assumer cette responsabilité, les pouvoirs publics, Alain Djipou annonce on a passé l'étape des mesures barrières. Aujourd'hui, on est à l'étape du vaccin qui, selon l'ordre des médecins du Cameroun, c'est la seule alternative pour barrer la voie complètement à la propagation du Covid. Vous êtes d'accord pour l'introduction de ce vaccin qui est déjà annoncé au Cameroun? Est-ce qu'il faut l'avis d'Alain Djipou pour que le vaccin soit introduit au Cameroun? Non, je ne pense pas. Mais je sais simplement qu'il n'y a pas une unanimité autour, n'est-ce pas, des différents vaccins. Ça fait l'objet de beaucoup de cacophonie, de débats un peu partout dans le monde, pas seulement au Cameroun. Ceux qui ont conçu ces vaccins ne s'entendent même pas autour de son efficacité. Et donc, de ce point de vue, c'est devenu une suspicion. Lorsque vous parlez de vaccins dans ce pays, ou bien à quelqu'un, il n'est pas du tout réceptif. C'est-à-dire que au regard des antécédents. Au regard des antécédents et de tout ce qu'on a vu se dérouler sous d'autres cieux en termes d'effets secondaires de certains vaccins anti-Covid qui ont engendré même des morts, chacun est devenu un peu plus prudent. On n'y croit même plus à la vaccination qui était devenue une chose banale dans notre pays. On sort d'une campagne de lutte contre le choléra. Ça continue d'ailleurs, ça continue. Avec la poliomyélite également. Le constat, c'est que les populations sont réfractaires à la vaccination. Il n'y a pas que le choléra. La polio qu'on avait boutée hors du pays est de retour. La tuberculose. Bref, il y a des comportements changeants qu'impose le débat autour de la vaccination anti-Covid. Donc, pour moi, tant qu'on n'a pas véritablement, tant que les scientifiques, et c'est pour moi le lieu d'interpeller également les hommes de science du Cameroun. Il y a un comité scientifique national qui a... On va vous dire qu'ils n'ont pas des moyens pour gérer, pour mener leurs recherches. Je ne suis pas d'accord avec vous. Il y a un problème dans ce pays, c'est celui de la gouvernance. En fait, nous sommes dans le secteur de la santé, c'est celui de la gouvernance hospitalière. Les pouvoirs publics ont débloqué, vous savez très bien, une rondelette somme de 180 milliards pour renforcer la lutte contre on ne sait pas où ces milliards sont passés. Jusqu'à présent, on n'a pas une lisibilité sur l'utilisation correcte, n'est-ce pas, je vais dire orthodoxe, n'est-ce pas, de ces fonds-là. D'où l'audit. Ça va dans tous les sens. On convoque un audit, alors que en réalité, il y a des institutions étatiques chargées de faire des vérifications, des contrôles de routine. On devrait avoir une lecture aussi rapide, aussi, je vais dire à l'immédiat, du contenu de l'utilisation de ces fonds. Il ne faut pas attendre que le secrétaire général de la présidence fasse des correspondances et des correspondances encore pour demander au Consupé de déployer les gens sur le terrain, pour demander au garde de Sceaux de prendre ses responsabilités, etc., etc. Donc moi je pense qu'il y a un vrai problème de gouvernance. Lorsque nous parlions de plateau technique, le docteur Sanjo le disait, en réalité c'est parce que les gens ont tellement le goût du lucre. Lorsque les gens ont pensé que lorsqu'on a mis 180 milliards, et ce n'était pas simplement à la gestion unique du ministère de la Santé, toutes les administrations publiques étaient concernées. Chacun a eu au moins quelque chose dans ce pactole. On dirait la part du gâteau. Voilà. Pour beaucoup, c'était une manne qui tombait du ciel. Il faut donc maintenant que chacun réponde de l'utilisation qu'il a fait, n'est-ce pas, de ces fonds Covid. Parce que ce n'était pas de l'argent
destiné à contenter des coquins et des copains, comme on a vu d'autres cieux et dans d'autres occasions, dans d'autres secteurs d'activité, comme vous le dites. Donc pour moi, le problème, aujourd'hui, on en est à pleurer la forte propagation. Si on avait utilisé rationnellement cet argent, on n'aurait pas manqué les tests Covid, par exemple, à l'aéroport international de Douala. Il y a eu des ruptures de kits, notamment au parcours militaire et dans d'autres lieux. On n'aurait pas manqué tous ces ingrédients-là qui rentrent dans le renforcement des capacités du Cameroun à contenir la propagation de cette pandémie. Voyez-vous, l'une des portes d'entrée du Cameroun et de sortie du Cameroun, l'aéroport international de Douala, c'est devenu comme un boulot avant. Les gens y entrent sans contrôle sanitaire aucun. Mais le délégué va vous répondre que non, la situation, c'était juste une petite rupture d'un moment et que la situation s'est rétablie entre-temps le lendemain pour permettre d'effectuer les tests rapidement au niveau de l'aéroport. Il y a un problème. On ne peut pas autoriser des personnes qui voyagent à entrer dans ce pays sans avoir présenté les tests Covid. C'est quand même assez grave. Mais il y a des tests aussi qui sont fabriqués, des tests achetés. Vous faites donc comment, Alain Dipou, pour savoir que le test qui vous est brandi, c'est un test? Parce qu'on a vu des témoignages des personnes qui n'ont pas fait des tests, mais qui ont eu quand même la fiche avec des tests. D'ailleurs, le responsable de l'hôpital à Quintigny a dénoncé une mafia orchestrée autour de ces tests Covid-là. Non, moi j'observe en tant que journaliste qu'à un moment donné X, à un moment donné M, à l'aéroport international de Douala, il n'y avait pas de tests de Covid. On n'en a pas fait. Voilà ce que je note. Maintenant, si à la Quintigny, il y a d'autres mécanismes qu'on a utilisés, ou si les gens utilisent d'autres subterfuges. On dénonce de la mafia autour. D'accord, oui, dénonçons la mafia, mais mettons à la disponible les tests pour ceux qui veulent bien en faire. Et je pense qu'à un moment donné, on a exigé que chaque personne qui voyage doit présenter au moins un résultat de texte. C'est obligatoire. Voilà. Donc maintenant, si nous mettons sur pied des mesures et nous les foulons au pied, parce que nous-mêmes, en tant que gouvernement, nous ne mettons pas à disposition le nécessaire pour que la mesure soit implémentée, alors ça veut dire qu'il y a un problème de gouvernance précisément. Monsieur Sanglo, je vais rebondir sur deux sujets, deux points qu'il a développés d'ailleurs très bien. La problématique de la vaccination contre la Covid. Oui, moi, ce qui m'a fait sursauter, c'est que c'est un débat qui a été rapidement mené dans les réseaux sociaux. Oui. Et parce qu'on regardait ce qui se passait à l'extérieur. Oui, à l'extérieur, les réseaux sociaux. La médecine ne se fait pas dans les réseaux sociaux, s'il vous plaît. Et moi encore dans la rue. Parce que quand vous regardez très bien, quel est le but? Aujourd'hui, vous avez bien décrié les mesures barrières et tout ce qui a lâché. Et dans le contexte camerounais, c'est même très grave, on n'a jamais respecté. Regardez les marchés, regardez les voitures, regardez dans la rue. Ça, personne, même la distanciation, là, jamais respecté. Donc ça veut dire que la phase préventive, qui était au moins une forme de rupture de la transmission, n'a jamais marché. Or, maintenant, qu'est-ce qui reste maintenant aux professionnels de la santé? Un gouvernement responsable qui doit protéger sa population. Mais on a vérifié, on a regardé, si vous regardez la courbe, même de contamination dans les pays qui ont commencé la vaccination, ça a chuté. Vous voyez, en France, les EHPAD où tout le troisième âge mourait. Après la vaccination, c'est les jeunes qui meurent maintenant en France. C'est une preuve déjà même seulement d'observation, qu'il y a une action qui marche. Mais pourquoi vous, au niveau de l'ordre des médecins, vous ne passez pas d'abord la phase de sensibilisation de cette population-là qui reste jusqu'aujourd'hui sceptique à ces vaccins, surtout que le débat a commencé avec AstraZeneca. Je vais vous donner les informations. L'ordre des médecins a longuement crié sur les mesures barrières qui n'étaient pas respectées. Vous savez, chez nous, c'est qui? C'est le pouvoir public. L'ordre des médecins a quel moyen pour aller dans la rue attraper quelqu'un pour mettre un masque? Rien du tout. C'est le pouvoir public qui sensibilise. Nous travaillons avec le ministère de la Santé. Le ministère de la Santé, comme cellule technique, pour porter aux politiciens qu'il est, à l'exécutif, que voici comment il faut avancer. Et celui qui applique. Donc, de ce fait, nous avons tenu des réunions avec le ministère de la Santé. Nous leur avons donné nos argumentaires. Et maintenant, ayant constaté que ça n'a pas tenu, nous sommes encore allés, j'ai vu il y a 2 jours. Il y a la réunion, on a vu la réunion avec le Premier ministre. Où c'est le vaccin nous disons au Premier ministre. On dit au Premier ministre qu'il y a le feu. Il y a le feu sur plusieurs flancs.
le virus d'hier, le Cameroun a vite chanté victoire, ce que vous ne dites pas. Pourquoi? Parce que la première vague a été moins virulente. Maintenant, on avait nos décoctions. Non, vous avez vos décoctions. Est-ce que ça a disparu, les décoctions? Les décoctions existent toujours. Regardez maintenant le nombre de décès, le nombre d'admissions dans les unités de soins intensifs. Qu'on ne vous dit pas, parce que les chiffres, quand on me les donne, j'ai toujours tendance un peu de sourire, parce que les chiffres ne sont pas réels. Moi, je le dis toujours. L'admission dans les soins intensifs et les décès sont très élevés. Et du fait de quoi? Parce que tous ces verrous qu'on avait projetés ne marchent pas. Ça, c'est clair, ne va jamais marcher dans le contexte qui est le nôtre. Qu'est-ce qui reste dans les bras du gouvernement? C'est la vaccination. Allons-y, si vous voulez qu'on parle vaccin. Il y a deux types de vaccins qu'on connaît. Très bien même d'ailleurs. Et on connaît même leur innocuité. Deux types. Quand vous prenez le vaccin russe et chinois, on prend le virus, on le neutralise, on fait comme le BCG, on fait comme la rougeole, on vaccine. C'est dit que ça a moins d'effets secondaires. Il y a le deuxième type qui est une technique nouvelle. Les vaccins ARN. C'est là où vous avez AstraZeneca, vous avez là-dedans Moderna, vous avez Johnson & Johnson. C'est-à-dire c'est les vaccins ARN. C'est-à-dire qu'on fabrique un labo, c'est-à-dire qu'on transforme le génome du virus, on vous injecte et maintenant, votre organisme multiplie la protéine et vous vous protégez. Merci. Tout le monde dit que c'est mauvais. Merci pour cette précision-là. Franck Ouam, oui. aujourd'hui, donc la seule riposte présentée, c'est le vaccin. Est-ce qu'on aura la capacité, parce qu'on annonce 200 000 doses de vaccins disponibles qui nous viennent de Sinopharm, est-ce que nous avons la capacité donc de pouvoir administrer cela à nos populations pour l'immunité collective? Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est déjà une erreur de penser que la vaccination est la seule riposte. C'est une erreur parce que même lorsqu'on vaccine, il faut continuer à respecter les mesures barrières. C'est la première ligne, les mesures barrières. La vaccination permet juste de réduire, si on peut réduire la mortalité, si on peut réduire la transmission, ce qui fait qu'à un moment, on peut abandonner les mesures barrières parce que le virus ne sera plus en train de se transmettre. Donc, la vaccination n'est pas la seule arme. Il y a 3 armes. La prévention, c'est les mesures barrières, c'est la vaccination. Mais pour le moment, on est focus sur la vaccination. Est-ce qu'on aura la capacité, c'est la question que je vous pose, de pouvoir gérer... Je vais y arriver. Je veux juste faire justement cette précision. Si on dit que voilà, comme il y a la vaccination, voilà, on relâche vraiment tout, on aura fait une erreur monumentale. Parce que même dans les pays qui vaccinent, les gens ont continué à respecter les mesures barrières. Même en Israël, où les gens sont, qui est le pays qui vaccine le plus, on continue à respecter les mesures barrières. Parce que c'est la première ligne. On respecte les mesures barrières, on vaccine. Et comme je disais, le troisième bras, c'est la prise en charge précoce. Parce que justement, comme le confrère René a dit, plus précocement on est pris en charge et moins on a de chances d'aller vers la gravité. Malheureusement, comme il a dit, aujourd'hui les gens parfois sont bien jusqu'au dernier moment. Donc ça veut dire qu'au moindre symptôme, et on a la chance, c'est que je l'ai loué tout à l'heure, d'avoir beaucoup plus de kits de dépistage qu'à la première vague. Ça veut dire que si vous avez le moindre symptôme, vous ne perdez rien, allez vous faire dépister. Si vous êtes dépisté, on va vous donner un traitement. N'ayez pas peur. La Covid, ce n'est pas une maladie, dès qu'on la chope, on va en mourir. Non, si vous êtes pris en charge, vous serez pris en charge. Revenons donc à la vaccination. Et pourquoi j'ai dit qu'on ne doit pas juste s'attarder sur la vaccination? Nous sommes environ 25 millions, disons 25 millions, et on nous annonce 200 000 doses. On va vacciner pour un début. Les populations cibles. Est-ce qu'on pourra avoir... Parce que pour vacciner, il faut vraiment vacciner le maximum. On commence d'abord. Je suis d'accord, mais il faudra vacciner le maximum en peu de temps. Parce que le problème, c'est que quoi? Si vous étendez trop la vaccination, vous avez un risque que le temps que vous finissez votre vaccination, le virus est muté et que ce virus soit déjà résistant à votre vaccin. C'est ce qui se passe avec le variant sud-africain et AstraZeneca par exemple. Donc ce qui fait qu'il faudrait vacciner le maximum de personnes dans le minimum de temps pour espérer avoir une efficacité réelle de votre vaccin sur le ralentissement de la propagation. Et pour revenir au vaccin, je voudrais dire à la population, comme le confrère René l'a dit, la médecine, c'est pas dans la rue, c'est pas sur les réseaux sociaux. Malheureusement, avec le Covid, tout le monde est devenu médecin, tout le monde est devenu fort expert en tout. Mais je voudrais que à la même rigueur que vous demandez au vaccin, que vous appliquez la même rigueur à toutes les décoctions que vous buvez et vous allez comprendre que vous êtes en train de faire une erreur monumentale. Parce que la médecine, le médecin
vous donne un médicament, ça veut dire qu'il a été testé, il a fait ses preuves. Et pour vous donner juste un petit élément, vous avez plus de chances de décéder ayant pris une pilule du lendemain que d'avoir pris le vaccin contre la Covid. Alors, on va faire un mot pour sortir de ce débat parce qu'on a le journal qui s'annonce dans quelques secondes là. Un seul mot pour sortir, votre mot? Mon mot de fin, c'est je prie les Camerounais de respecter les mesures barrières. C'est bon. Alain Dipoul, votre mot pour éviter l'asphyxie totale au Covid-19? Que les gens reprennent conscience de ce que la Covid-19 fait parmi nous et tue. Ce n'est pas parce qu'elle est invisible qu'elle ne tue pas. Dr Sanjo, le dernier mot? Peut-être à l'endroit du personnel de santé pour sortir rapidement. Non, moi je dis et je continue à le dire que c'est quoi? Pour ceux qui sont malades, aller tôt vers les hôpitaux. Et pour ceux qui ne le sont peut-être pas, aller vers la vaccination. C'est le dernier niveau. Mesdames, Messieurs, vous l'avez bien compris, les vaccins sont déjà disponibles au Cameroun pour lutter contre cette pandémie. La courbe ne cesse de monter au Cameroun. On est à plus de 53 000 cas. On a, à l'occasion de la Journée mondiale de la santé, décidé de marquer un arrêt pour attirer l'attention des uns et des autres sur le respect des mesures barrières édictées par les membres du gouvernement. Et pour des raisons dues à la diffusion tout à l'heure du match de Ligue des Champions, on est obligé d'arrêter ce programme du débrief de l'actualité. C'est un plaisir d'être des vôtres. Merci à vous, messieurs, d'avoir effectué le déplacement. On se retrouvera certainement dans une prochaine édition. Bonsoir. Bonsoir.